La poussière planait sur Capoue, comme la fumée au-dessus d'un feu de camp. Du sous-sol montait le cliquetis du fer, l'odeur de la sueur et du sang. Et dans les souterrains de l'école de gladiateurs, des dizaines d'hommes, enchaînés, écoutaient la pluie battre contre les murs, leur unique repère temporel. Personne ne savait alors que ces hommes allaient bientôt défier l'armée la plus puissante du monde antique. La question est, comment des esclaves sans armes ni entraînement ont-ils pu faire trembler Rome? Et qu'est-ce qui a poussé de simples hommes à lever l'épée contre un empire qui ne connaissait pas la défaite? La réponse est cachée dans un seul nom, Spartacus. Mais pour comprendre pourquoi il est devenu le symbole de la révolte, il faut commencer par ce que les Romains appelaient simplement le mot « spectacle ». Les jeux de gladiateurs n'étaient pas qu'un simple spectacle, mais un instrument politique. Esclaves, criminels condamnés, prisonniers de guerre, tous se transformaient en jouets vivants pour la foule. Selon les descriptions de l'historien Appien, au milieu du 1er siècle avant notre ère, il y avait des milliers de ces gladiateurs dans toute l'Italie. On leur apprenait à se battre non pas pour la victoire, mais pour le spectacle. Un casque, une épée courte et un bouclier de bronze pesant environ 10 kg, voilà à quoi ressemblaient leurs armes et leurs armures. Quand le rugissement des spectateurs se mêlait à l'odeur du sang, l'arène se transformait en un enfer de sable et d'acier. Dans de telles écoles naissait un type particulier de guerrier. Un homme dont la vie valait une seule pièce. Ce n'était ni un soldat, ni un esclave, ni un citoyen. Les Romains les appelaient servi pugnas, des esclaves entraînés au combat. Leur corps était orné de cicatrices, et leurs yeux, de la fureur silencieuse de ceux qui étaient déjà morts intérieurement. Les archéologues, qui ont fouillé les vestiges de l'école de gladiateurs de Capoue, ont trouvé des os portant des traces caractéristiques d'entraînement, des fractures consolidées sous un mauvais angle et des fissures crâniennes. Chaque coup y était une répétition de la mort. Mais dans ces mêmes souterrains mûrissait un complot qui allait changer l'histoire. Parmi les esclaves se trouvait un Thrace, grand, aux larges épaules, avec une cicatrice sur la joue. Les sources écrivent qu'il avait servi dans l'armée romaine avant d'être vendu comme esclave. Il savait comment un légion était construit, comment sonnait le signal d'attaque et ce qu'était la discipline. Son nom, Spartacus. Et quand il entendit pour la première fois le mot « liberté » de la part de ses compagnons, ce n'était pas un rêve, c'était un ordre. Les Romains avaient un mot pour ceux qui osaient se rebeller contre le pouvoir. Rebelles, des perturbateurs de la paix. Mais cette révolte ne commença pas comme une guerre, mais comme une évasion désespérée. En 73 avant notre ère, environ 70 gladiateurs, armés de couteaux de cuisine et de broches, forcèrent la garde de l'école et s'emparèrent d'un chariot rempli de véritables armes. Leur chemin menait au mont Vésuve, alors non pas un volcan menaçant, mais simplement une colline couverte de vignobles. Là, parmi les rochers et les vignes, ils construisirent un camp. Un endroit où pour la première fois depuis des années d'esclavage, ils pouvaient respirer librement. Et pourtant, ce n'était que le calme avant la tempête. Car Rome ne pardonnait pas de telles erreurs. Tandis que des légions parcouraient les routes d'Italie, une armée naissait dans le camp du Vésuve. Une armée qui n'aurait pas dû exister. Une armée d'esclaves fugitifs, prêts à mourir non pas pour la gloire, mais pour le droit d'être des hommes. Sur les pentes du Vésuve, à l'ombre des vignes, une nouvelle vie bouillonnait. Exilés, assassins, prisonniers, ceux que Rome considérait comme des rebuts, apprenaient maintenant à se tenir côte à côte. Ils s'appelaient frères. Selon Plutarque, Spartacus ne s'est pas contenté de fuir. Il a organisé une troupe bâtie selon des règles militaires strictes. Du chaos des esclaves, il a créé une structure qui ressemblait à une légion, mais née non pas d'un ordre, mais du désespoir. Les Romains, confiants en leur invincibilité, ne prirent d'abord même pas cela au sérieux. Contre les esclaves fugitifs, ils envoyèrent un petit détachement sous le commandement du préteur Claudius Glaber. Environ 3000 soldats seulement, recrutés à la hâte. Ces guerriers portaient de légères cuirasses et de courtes épées, des glaives, d'où est venu le mot gladiateur. Mais la discipline leur manquait. Spartacus, lui, utilisait ce qu'il avait sous la main. Chaque esclave avait entre les mains non pas une arme, mais un outil, des lames de faucille, des lances de chasse, des fragments de chaîne. C'est ainsi que naquit la première notion dans leur camp, armement improvisé. Les Romains auraient dit arma rudia. Des couteaux de cuisine, ils faisaient des poignards, des jantes de chariot, des boucliers, des chaînes, des fouets. Mais l'arme la plus dangereuse devint leur détermination. Lorsque Glaber encercla leur camp sur le Vésuve, Spartacus comprit, un affrontement frontal était un suicide. Alors il proposa un plan que les historiens nommeraient plus tard l'un des plus audacieux de l'Antiquité. Les fugitifs tressèrent des cordes à partir de vignes, descendirent la nuit le long d'une falaise abrupte et attaquèrent les Romains par l'arrière.
Tout le détachement de Glaber fut anéanti. Des esclaves prisonniers naquit pour la première fois dans l'histoire une armée qui vainquit une légion. Rome trembla. Dans les rues, on discutait du nom de Spartacus, comme d'une malédiction. Le Sénat convoqua une session extraordinaire, et dans la province de Campanie, une armée à part entière fut envoyée sous le commandement du préteur Varinius. Selon le témoignage d'Appien, à ce moment-là, l'armée des esclaves fugitifs comptait pas moins de 70 000 hommes. Ils suivaient un homme qui n'avait ni titre ni noblesse, mais qui avait un but. Chaque matin commençait par un entraînement. Spartacus faisait marcher ses hommes, maintenir les rangs, apprendre à réagir au signal. Les guerriers, élevés dans l'esclavage, découvraient pour la première fois ce qu'était la discipline, non par peur, mais par conviction. Un ordre régnait dans le camp. Le vol était puni de mort, la lâcheté d'exil. Même la nourriture était partagée équitablement. Un seul chaudron, un seul pain, un seul destin. À ce moment-là naquit un concept qui deviendrait plus tard un symbole de résilience, le contubernium. C'est ainsi que les Romains appelaient la famille de combat. 8 hommes qui mangeaient, dormaient et mouraient ensemble. Spartacus adopta ce principe, et des esclaves, il forma des unités soudées. Chaque unité choisissait son chef, mais les ordres ne venaient que de lui. Ce n'était pas une révolte, mais déjà une force organisée. Rome répondit par la cruauté. Les révoltés commencèrent à être traqués. Ils furent exécutés sans jugement. Mais plus il y avait d'esclaves qui mouraient, plus de nouveaux les rejoignaient. Dans le sud de l'Italie, on disait déjà que chaque 3e paysan était prêt à se défaire du joug. Quand l'armée de Spartacus se dirigea vers le nord, elle ressemblait non pas à une bande de fugitifs, mais à une tempête en mouvement. Femmes, vieillards, enfants, des familles entières le suivaient. Selon diverses sources, ils auraient pu être déjà plus de 120 000. Lors d'une des batailles près du mont Garganus, Spartacus montra de nouveau son génie tactique. Varinius, avec 2 légions, s'opposa à lui. Les Romains se mirent en formation standard, la triplex acies, une triple ligne. Mais Spartacus utilisa le relief, forçant l'ennemi à avancer dans une gorge étroite où la formation des légionnaires se brisait. Ces hommes frappaient d'en haut avec des pierres, des lances, et accablaient les Romains d'une grêle de flèches. Quand ils commencèrent à battre en retraite, il attaqua frontalement, perçant le centre. Varinius s'enfuit, ayant perdu presque la moitié de son armée. Plutarque écrivit qu'après cette victoire, Spartacus interdit les célébrations et le luxe. Il comprenait. Leur force n'était pas dans le pillage, mais dans l'ordre. Il ordonna même d'enterrer les Romains tombés au combat avec les honneurs, un geste rare pour un ennemi. C'était un signal. Ils n'étaient pas des barbares, mais des guerriers. Mais à Rome, ce geste fut perçu comme un défi. Les découvertes archéologiques confirment l'ampleur de son mouvement. La céramique, trouvée le long des anciennes routes militaires, révèle une interruption soudaine du commerce et la destruction de villas en Campanie et en Lucanie, précisément durant ces années. L'Italie tremblait. Un silence régnait sur les routes, interrompu seulement par le lointain grondement de pas en marche. Durant ces mois, l'armée d'esclaves devint plus qu'une simple révolte. Elle devint une idée que Rome ne pouvait pas se permettre de laisser subsister. Car si un seul esclave pouvait défier l'Empire et vaincre des légions, qu'est-ce qui empêcherait les autres de faire de même ? Et alors le Sénat décida d'agir différemment. Contre Spartacus, ce ne furent pas des préteurs qui furent envoyés, mais un consul. Ce fut Gellius. Mais ni les rangs, ni les titres ne garantissaient déjà la victoire. Car derrière chaque coup de Spartacus se tenait le souvenir de ceux qui étaient morts dans l'arène. Et les voix de ceux qui ne voulaient qu'une chose, que leurs enfants ne naissent plus enchaînés. Le printemps de l'an 72 avant notre ère apporta à l'Italie non pas l'odeur des fleurs, mais la fumée des feux de camp. Dans les vallées de Campanie retentissait le cliquetis du métal. Sur les routes gisaient des étendards brûlés. L'armée d'esclaves, sous le commandement de Spartacus, ne se cachait plus. Elle avançait ouvertement, écrasant les garnisons romaines l'une après l'autre. Selon le témoignage d'Appien, les révoltés libérèrent des dizaines de milliers de prisonniers et s'emparèrent d'énormes réserves de nourriture. Ils commencèrent à se diriger vers le nord, vers les Alpes. Dans cette marche, Spartacus parla pour la première fois de rentrer chez eux, au-delà des montagnes, vers la liberté. Mais Rome allait le retenir à tout prix. Contre Spartacus s'opposèrent aussitôt 2 consuls, Gellius et Lentulus. Chacun commandait 2 légions. Cela signifiait plus de 20 000 guerriers entraînés, divisés en manipules, unités de combat de 120 hommes. La discipline romaine devait de nouveau affronter la fureur des esclaves. Et pourtant,
Lorsque l'affrontement eut lieu près du mont Garganus, les légions furent écrasées. Spartacus attaqua soudainement, à l'aube, dans un épais brouillard. Il mena lui-même l'aile d'assaut. Armé d'un glaive, prit à un centurion tué. Plutarque écrivit qu'il se battait au premier rang, et que ses gardes du corps juraient de mourir avant de permettre aux Romains de toucher son corps. La défaite des consuls fut une humiliation pour le Sénat. Mais le plus terrible pour Rome n'était pas cela. Après la victoire, Spartacus n'assiégea pas les villes, ne marcha pas sur Rome. Il tourna son armée vers le nord, vers les Alpes. Cela signifiait que son armée n'était pas simplement une horde, mais une force avec un plan. Il voulait faire sortir les esclaves d'Italie, afin qu'ils puissent se disperser dans leur terre natale, en Thrace, en Gaule, en Germanie. Cependant, l'armée des esclaves cessa d'être un corps unique. Des disputes commencèrent à l'intérieur du camp. Une partie des guerriers, principalement des Gaulois et des Germains sous le commandement de Crixus, exigeaient de marcher sur Rome pour anéantir l'ennemi. Spartacus comprenait que c'était de la folie. Il n'avait pas de machines de siège, de troupes d'ingénieurs, de réserves. Mais il ne put retenir la foule. Crixus se sépara avec 30 000 guerriers et tomba peu après dans une embuscade des troupes consulaires. Presque tous périrent. Les archéologues ont trouvé sur le site de la bataille près du mont Garganus des traces de fosses communes. Plus de 3000 corps enterrés à la hâte. Parmi eux, selon la tradition, se trouvait Crixus. Cette défaite fut un avertissement pour Spartacus. Il mena de nouveau l'armée vers les Alpes, mais quelque part au nord, près du fleuve Pô, il s'arrêta. Pourquoi? Les historiens en débattent encore. Certains pensent que ces guerriers refusèrent de quitter l'Italie. D'autres, que Spartacus comprit que la liberté au-delà des Alpes était inaccessible pour une telle masse de gens. Selon Appien, il ramena son armée vers le sud. Et alors, Rome comprit. Ce n'était pas un fugitif, c'était un ennemi. Les Romains appelaient de tels retournements décursus, un cercle du destin. L'armée d'esclaves se dirigea de nouveau vers le sud, détruisant villas et entrepôts. Les rumeurs de la mer de fugitifs se propageaient plus vite que les messagers du Sénat. Même les habitants de Rome commencèrent à fortifier leurs murs, bien que la ville n'eût pas vu la guerre depuis des décennies. Sur les marchés, le pain devint plus cher. Des révoltes éclatèrent dans les provinces. Rome répondait avec une fureur toujours plus grande. Les consuls furent remplacés par un nouveau général, Marcus Licinius Crassus. Homme le plus riche de Rome, il ne cherchait pas la gloire, il cherchait l'ordre. Les historiens écrivirent qu'il proposa lui-même au Sénat de financer la campagne contre Spartacus de sa propre poche. Pour lui, ce n'était pas seulement une guerre, c'était l'occasion de montrer que l'or pouvait vaincre l'épée. Crassus commença par la discipline. Il ordonna l'exécution d'un homme sur 10 dans les légions qui avaient reculé devant les esclaves. C'était la décimation, une ancienne punition où un soldat sur 10 périssait des mains de ses camarades. La peur ramena l'ordre aux Romains. Les légions cessèrent de fuir. Pendant ce temps, Spartacus se fortifiait en Lucanie et en Calabre, à l'extrême sud de la péninsule. Il établit de nouveau un camp, se préparant à un nouvel assaut. Il avait maintenant moins d'hommes, selon diverses estimations environ 60 000. Certains étaient morts, d'autres s'étaient dispersés. Mais ceux qui restaient n'étaient pas de simples esclaves fugitifs. C'étaient des vétérans de dizaines de batailles, endurcis et loyaux envers leur chef. Le silence régnait dans le camp. Les hommes forgeaient des armes, les femmes pansaient les blessés, les enfants ramassaient du bois. Le soir, Spartacus parcourait les rangs et parlait à chacun. Sa voix était rauque à cause du sable et du vent, mais elle résonnait de force. Il ne rêvait plus de rentrer chez lui. Maintenant, il ne parlait que d'une chose, l'honneur de mourir libre. Rome se préparait aussi. Crassus rassemblait 8 légions, environ 40 000 hommes. Ils marchaient sur la Via Appia, construite comme un os droit, et portaient sur leurs boucliers les symboles des aigles. Deux mondes s'approchaient l'un de l'autre. L'un, né de l'esclavage, l'autre, du fer de la loi. Et sur les collines du sud de l'Italie, allait bientôt se décider qui resterait dans l'histoire, l'Empire ou l'homme qui l'avait défié. L'hiver de l'an 71 avant notre ère apporta le froid à l'Italie, mais pas la paix. Le vent chassait sur les routes la cendre des villages brûlés, et derrière la Via Appia se construisaient des fortifications. Crassus comprenait. Spartacus n'était pas seulement un ennemi, il était un symbole, et il fallait le détruire de manière exemplaire. Il ordonna de creuser un fossé de 6 mètres de large et de près de 80 km de long, de la mer à la mer, afin d'encercler l'armée d'esclaves en Calabre. C'était un travail d'ingénierie colossal, rare même pour Rome. Les légionnaires travaillaient jour et nuit, renforçant les murs, inondant les fossés. Cette ligne devint un obstacle que personne n'avait encore franchi.
Mais Spartacus n'était pas personne. Selon la description d'Appian, lorsque son armée se retrouva bloquée entre la mer et le rempart, il prit une décision qui serra le cœur de beaucoup. Par une nuit sombre, sous la pluie, il ordonna de combler une partie du fossé avec les corps d'animaux morts et des fagots de branches. Lorsque la terre se transforma en boue, des milliers d'hommes avancèrent. Ils forcèrent les fortifications romaines, écrasant les postes de garde et ne laissant derrière eux que fumée et cris. Ce n'était pas une évasion, c'était une seconde naissance. Après la percée, Spartacus fut de nouveau en mouvement. Il voulait partir vers le nord, vers Brinde, où il espérait faire traverser son armée en Grèce. Certaines sources mentionnent qu'il tenta même de négocier avec des pirates, leur promettant de l'or pour des navires. Mais ceux-ci, comme cela arrivait souvent dans le monde antique, le trahirent, prirent le paiement et disparurent. Quand l'armée arriva au rivage, il n'y avait ni voile ni alliés. Seulement la mer vide et le vent froid. Maintenant, il n'avait plus d'issue. L'armée de Crassus avançait du nord, et de l'ouest approchaient les légions de Pompée, de retour d'Espagne. L'Italie se resserrait, comme un poing. Alors Spartacus rassembla ses chefs. Il se tenait pieds nus sur une pierre, tenant un glaive dans ses mains. Plutarque écrivit qu'il immola son cheval devant eux, disant « Si nous gagnons, je prendrai n'importe lequel des vôtres. Si nous perdons, il ne me sera pas utile. » Ce n'était pas le geste d'un fou, mais un rite, un serment qu'il ne reculerait pas. L'armée d'esclaves se préparait à la dernière bataille. Leur camp était situé près de la rivière Silarus, dans les montagnes de Lucanie. Chaque forgeron transformait le fer en épée, chaque enfant portait des flèches. Les femmes priaient les dieux que Rome avait depuis longtemps oubliés. Parmi elles circulait la rumeur que Spartacus avait vu en rêve des serpents descendant du ciel, un signe que le destin était proche. Les Romains construisaient des camps avec une précision digne d'un miracle d'ingénierie. Chaque fossé, chaque tour avait sa place. Les signaux étaient transmis à l'aide de corps de bronze, les tubae. Ce son, grave et lourd, résonnait dans les vallées, comme un présage de mort. Spartacus savait, quand les trompettes sonneront, la fin commencera. Avant l'aube, il rangea ses guerriers. Les premières lignes étaient composées des gladiateurs les plus expérimentés, armés de courtes épées et de boucliers ronds. Derrière eux, des lanciers et des archers. Leur formation ressemblait à un coin, que les Romains appelaient cuneus, une forme pour percer le front. Spartacus se plaça au centre, comme le cœur de l'armée. Quand les trompettes romaines retentirent, la terre trembla. Les légions de Crassus avancèrent en formation serrée, bouclier contre bouclier, lance en avant. La formation classique de la testudo, la tortue. Les esclaves n'avaient rien à opposer à l'armure et à l'ordre, si ce n'est la fureur. Ils se précipitèrent en avant, brisant les lances, repoussant les morts, se frayant un chemin à travers les murs de boucliers. L'air résonnait du métal. Les historiens écrivirent que Spartacus perça jusqu'au centre de la ligne romaine, tua 2 centurions et atteignit presque Crassus lui-même. Mais là, parmi les boucliers et les lances, il fut encerclé. Il se battit jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit transpercé par une lance. Son corps ne fut pas retrouvé. Peut-être resta-t-il sous des centaines d'autres. Ainsi mourut l'homme qui devint une légende. Après la bataille, Crassus ordonna l'exécution de tous les prisonniers. 6000 hommes furent crucifiés le long de la Via Appia, de Capoue à Rome. 6000 croix, 6000 ombres, se balançant au vent. Plutarque écrivit que ce spectacle dura des semaines. Les voyageurs passant sur la route entendaient des gémissements, voyaient des corps desséchés sous le soleil. C'était un rappel que les esclaves n'avaient pas le droit de rêver de liberté. Mais les découvertes archéologiques montrèrent plus tard autre chose. À certains endroits, les croix avaient été abattues, et à côté, de nouvelles tombes. Peut-être que tous n'avaient pas été tués. Peut-être que quelqu'un avait survécu et était parti dans les montagnes. Peut-être que l'esprit de Spartacus n'était pas mort là où son corps s'était effondré. La victoire de Crassus lui apporta la gloire, mais pas la grandeur. Quand Pompée revint d'Espagne et acheva les restes des fugitifs, le Sénat le proclama lui-même sauveur de l'Italie. Crassus serra les dents, mais se tut. L'histoire se souvient rarement de ceux qui ont gagné. Elle se souvient de ceux qui ont défié. Et le vent dans le sud de l'Italie sifflait toujours entre les collines désertes, comme s'il murmurait les noms de ceux qui un jour avaient osé s'opposer au monde. Et Rome, contrainte par la loi, vit pour la première fois que la peur pouvait venir non de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ceux qu'elle considérait comme rien.
Après la mort de Spartacus, Rome ne réalisa pas immédiatement qu'elle avait gagné. La peur flottait encore dans le pays. Les vents du sud apportaient l'odeur de la fumée et de la chair en putréfaction. Les routes étaient jonchées de corps crucifiés, et même les soldats de Crassus les regardaient avec dégoût. Plutarque écrivit qu'aucun triomphe n'avait été aussi lourd pour les vainqueurs. C'était une victoire sur une ombre, sur une idée qui ne pouvait être enchaînée. L'armée d'esclaves disparut, mais son écho devint partie intégrante de l'histoire de Rome elle-même. Crassus ordonna de nettoyer les routes, de rétablir l'ordre et de restituer leurs biens aux propriétaires d'esclaves. Mais, en réalité, l'Italie était en ruine. Des centaines de villas avaient été incendiées, des milliers d'esclaves tués ou dispersés. L'économie de la Campanie et de la Lucanie s'était effondrée. Les données archéologiques confirment qu'après la révolte, dans ces régions, de nombreuses propriétés ne furent pas restaurées pendant des décennies. Une couche de cendres, trouvée dans les couches culturelles, est datée précisément des années de la révolte de Spartacus. Le Sénat romain s'empressa d'annoncer le rétablissement de la paix, mais cette paix était fragile. Selon les informations d'Appien, Crassus demanda la permission de célébrer un triomphe, la plus haute forme de gloire militaire. On lui refusa. L'honneur du vainqueur revint à Pompée, qui arriva plus tard et acheva les fugitifs. Crassus ne reçut qu'un ovatio, une petite parade, sans char, sans couronne de laurier. Cette humiliation devint la cause de sa haine froide envers Pompée et poussa les deux hommes vers une future rivalité qui marqua le début de la fin de la République. Mais le plus important héritage de la révolte ne résidait pas dans la politique, mais dans les gens. Après Spartacus, les Romains révisèrent le système de l'esclavage. Bien sûr, non par humanisme, mais par peur. Dans certaines provinces, on commença à accorder plus de liberté aux esclaves, notamment dans les affaires militaires et l'artisanat. De nouvelles règles furent introduites concernant l'entretien des gladiateurs. Les écoles étaient désormais sous contrôle et surveillance constant. Les historiens écrivirent que même la forme des épées et des armures des gladiateurs changea, afin de les rendre moins aptes au combat réel. Et pourtant, ce n'est pas la peur, mais la mémoire qui empêchait les gens de répéter la révolte. L'image de Spartacus, non pas celle d'un barbare ni d'un meurtrier, mais d'un homme qui osa se dresser contre le monde, perdura dans les chants et les légendes. Les Romains n'aimaient pas se souvenir de son nom, mais chuchotaient de plus en plus souvent « Servus contra imperium », un esclave contre l'Empire. Parmi les militaires, Crassus devint un exemple de discipline stricte. Ses décimations entrèrent dans les manuels, une méthode de rétablissement de l'ordre par la peur. Les soldats savaient, celui qui briserait les rangs risquerait de mourir de la main de son camarade. Cela devint le symbole de la froideur romaine, une loi plus importante que l'homme. Pompée, quant à lui, utilisa la révolte pour sa propre gloire. Ses soldats crucifièrent encore plusieurs centaines de fugitifs, et à Rome, il se proclama sauveur de l'Italie. Le peuple l'acclama, les sénateurs le couvrirent d'éloges. Crassus se tut, mais au fond de lui, il comprenait. Il avait gagné par l'épée, mais perdu en gloire. Ce conflit, né sur les corps des esclaves, allait bientôt conduire Rome à un nouveau bain de sang, aux guerres civiles. Au fil des ans, le souvenir de la révolte ne s'est pas estompé. Les historiens débattaient. Spartacus était-il un libérateur ou un criminel? Plutarque en parlait avec respect, soulignant son intelligence et son humanité. Appien, avec inquiétude, le qualifiant de « miracle effrayant ». Même Cicéron mentionna un jour Spartacus comme un exemple de ce qui arrive lorsque les classes inférieures perdent leur peur. Les découvertes archéologiques des derniers siècles ont confirmé l'ampleur de la tragédie. Près de Capoue et tout le long de la Via Appia, des traces de poteaux en bois ont été découvertes, des vestiges de croix. Sur certaines sections, où la route traversait d'anciens champs, on a trouvé des anneaux de fer enfoncés dans la pierre, des points d'attache pour les chaînes. Ces traces sont les seuls témoins muets de ce carnage. Rome devint plus prudente. La révolte de Spartacus lui servit de leçon. L'esclavage n'est pas seulement un système économique, c'est une poudrière. Plus tard, à l'époque de l'Empire, des révoltes éclateront à nouveau, en Sicile, en Afrique, en Bretagne. Mais chacune d'elles sera réprimée avant même que le nom d'un nouveau Spartacus n'ait eu le temps de résonner. Et pourtant, le temps a montré qu'il est impossible de supprimer l'idée de liberté pour toujours. Même dans les murs de pierre de Rome, parmi les colonnes et les forums, où les esclaves portaient toujours de l'eau et tiraient des chariots, un murmure se faisait parfois entendre. Spartacus vit. Ce n'était pas un homme. C'était le souvenir que même ceux qui sont nés enchaînés peuvent s'élever au-dessus de leur maître. Et bien que Rome ait survécu à la révolte, son cœur fut à jamais fissuré. L'Empire apprit à craindre ses esclaves, de même que plus tard,
ses soldats. Car pour la première fois dans l'histoire, elle vit que la force ne réside pas dans la loi ni dans l'or, mais dans celui qui est prêt à mourir pour le droit d'être humain. Des décennies passèrent. Le monde pour lequel Spartacus était mort s'était depuis longtemps transformé en poussière. Mais son nom ne disparut pas. Dans les écrits des chroniqueurs, il devint un signe d'inquiétude. Un rappel que tout pouvoir ne repose pas seulement sur les épées, mais aussi sur la peur de ceux qui vivent sous elles. Les sénateurs chuchotaient que l'esprit de Spartacus planait encore en Campanie, là où les villas avaient autrefois brûlé, où la terre avait absorbé le sang de milliers. Les descendants de ceux qui avaient combattu dans son armée se fondirent parmi les roturiers. Certains devinrent affranchis, d'autres partirent dans les montagnes et vécurent comme des brigands. Mais la mémoire se transmettait à voix basse, comme une prière, celle d'un homme qui ne s'était pas soumis. Dans les catacombes où se rassemblaient les premiers chrétiens, on trouve des inscriptions. Libertas sicut Spartacus. La liberté comme celle de Spartacus. Pour eux, il n'était ni un païen ni un ennemi, mais le premier à avoir cru que l'homme est au-dessus de la chaîne. L'Empire romain s'étendait, grandissait, pourrissait. Ses légions allaient toujours plus loin, au-delà du Danube, au-delà du Rhin, dans les déserts de Syrie. Mais plus les frontières s'élargissaient, plus le fardeau de la peur intérieure était lourd. Chaque révolte, chaque mécontentement des esclaves rappelait aux sénateurs cet hiver-là, quand un homme avait fait trembler tout Rome. Les historiens de l'Antiquité tardive tentèrent d'effacer Spartacus de la mémoire. Dans les chroniques officielles, il se transformait en bandit, en chien trace, en gladiateur maudit. Mais plus on tentait de l'oublier avec insistance, plus la légende grandissait. Dès l'époque des empereurs, les combats de gladiateurs ne furent plus un simple divertissement. Ils étaient une tentative d'apprivoiser la peur d'une nouvelle liberté. Chaque meurtre dans l'arène était un rituel, un rappel que le pouvoir était encore capable de réprimer la révolte. Mais quand au IVe siècle les arènes se vidèrent et que Rome commença à s'effondrer sous la pression des barbares, les vieux mots résonnèrent de nouveau. Servus contra imperium. Les gens se souvenaient non pas des légions, non pas des sénateurs, mais de Spartacus, symbole non pas de défaite, mais de résilience. Ainsi le mythe vainquit l'Empire. Spartacus mourut sur le champ de bataille, mais son nom survécut à Rome, devenant ce que l'on craignait et admirait des siècles plus tard. La preuve vivante que la liberté peut commencer même par le cri d'un esclave.